Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver fidèles au rendez-vous pour ce lundi de l'Institut des hautes études de défense nationale, tout à fait exceptionnel. Hubert Védrine est notre invité aujourd'hui, un invité exceptionnel que je suis honoré de recevoir dans ce salon des maréchaux pour une conférence débat consacrée à l'autonomie stratégique européenne. Sujet passionnant qui est au cœur des préoccupations de l'Institut et qui s'inscrit dans le droit fil des réflexions menées cette année par nos auditeurs sur les enjeux de souveraineté. Faut-il encore présenter Hubert Védrine, figure majeure de la vie politique française dont chacun connaît l'engagement. Ministre des Affaires étrangères, durant tout le gouvernement Lionel Jospin, sous le premier quinquennat du président Chirac, de 1997 à 2002, Hubert Védrine fut aussi le secrétaire général de la présidence de la République. Nommé par François Mitterrand pour occuper cette prestigieuse fonction et cette lourde charge de 1991 à 1995. Homme d'État, ayant assumé les plus hautes responsabilités, Hubert Védrine est l'auteur de nombreux ouvrages portant sur les grands enjeux géostratégiques d'une époque marquée par la mondialisation et l'avènement d'une nouvelle forme de puissance dont on doit à Hubert Védrine la dénomination précise, l'hyperpuissance. Unanimement apprécié pour sa finesse d'analyse, Hubert Védrine est également reconnu pour sa liberté de jugement. Porté par la conscience vive des dangers qui menacent le projet européen, Hubert Védrine en appelle sans détour à sauver l'Europe. Une crise de confiance qui traverse aujourd'hui l'Europe, une Europe trop technocratique, trop désincarnée, trop éloignée des peuples, doit, selon lui, nous alerter. Cette crise de confiance questionne notre conception même du projet européen. Ainsi, comment dépasser cette crise? Peut-on construire l'Europe en dépassant les identités? Le Brexit, la montée des populismes un peu partout en Europe devraient pourtant nous alerter. Nous ne construirons pas l'Europe contre les peuples, ni sans eux. Ce qui fait dire à Hubert Védrine, l'Europe doit se délivrer de l'européisme. L'Europe, en effet, n'est pas une doctrine, elle doit se construire pas à pas, en commençant par le commencement. L'Europe que nous voulons est une Europe des peuples avant d'être une Europe des marchés. L'Europe a besoin de pouvoir faire corps pour pouvoir faire front. Tout ceci suppose, comme nous l'avons très tôt pressenti, de réduire le fossé qui se creuse entre les peuples et les élites européistes. C'est bien le lien entre l'Europe et les démocraties nationales qui doit être repensé. Quelque chose nous fait tenir ensemble. Au-delà même de la simple conjonction de nos intérêts réciproques bien compris, notre histoire, notre géographie, un territoire et un destin partagés, pour les citoyens d'aujourd'hui, l'Europe a d'abord le devoir de les protéger, d'assurer leur sécurité, d'assurer aussi concrètement la solidarité entre les peuples qui la composent. L'épreuve de la pandémie a nettement mis en évidence le fait que ce devoir de protection est au fondement de l'Europe. Elle a clairement rappelé aux concitoyens la nécessité de penser nation, mais aussi Europe. Cette crise qui est également apparue comme un accélérateur de l'histoire, mettant en exergue la nécessité de répondre ensemble à quelques questions fondamentales qui engagent notre avenir commun. Comment l'Europe doit-elle se positionner face à la Chine? Comment s'accorder sur la nature de notre
relation avec l'hyperpuissance américaine. En d'autres mots, comment agir efficacement sans asseoir notre autonomie. L'Europe qui partage tant de valeurs n'a-t-elle pas, en ce sens, plus que jamais besoin d'une culture stratégique commune, d'une culture qu'il s'agit de façonner? L'IHLN y contribue pour sa part par les échanges et les missions qu'elle organise à l'épreuve du dialogue. Chacun saisit bien la nécessité de s'accorder, mais aussi de se comprendre dans ces différences. Les actes de diplomatie ont ici leur importance. Sur ce sujet-là, nul doute que notre invité saura exposer son point de vue avec cette même vigueur qui caractérise le titre de ses ouvrages, Le compte à rebours et après, Sauver l'Europe. C'est donc avec la plus grande attention que nous vous écoutons, cher Hubert Védrine, sur cet enjeu majeur de défense et de sécurité que constitue l'autonomie stratégique européenne. Un enjeu global, géostratégique autant qu'économique, environnemental et social. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Eh bien, je suis toujours heureux de me retrouver dans le contexte de l'IHEDN, et en particulier à l'occasion des lundis de l'IHEDN, mais pour traiter d'un sujet qui apparaît évident, mais qui ne l'est pas en fait, l'autonomie stratégique européenne. Et c'est un sujet qu'il faut essayer d'aborder au-delà des formules qu'on a en tête, au-delà peut-être des slogans, au-delà des annonces, des proclamations, il faut essayer de le décortiquer. Parce qu'en réalité, c'est une approche, et le terme est très symbolique de ça, très française. Je dirais même franco-française. Il faut comprendre pourquoi ce n'est pas perçu comme allant de soi par la plupart des interlocuteurs, des partenaires auxquels c'est censé s'adresser, notamment l'Europe, puisque le sujet, c'est l'autonomie stratégique européenne. Alors d'abord, comment définir ça? Comment définir l'autonomie stratégique européenne? Aujourd'hui, le mot de stratégie est très large, on peut l'appliquer au cœur du sujet, la défense. Donc la stratégie. Mais on entend parler d'autonomie stratégique à propos de tous les pans de l'économie, tous les aspects du monde numérique, tous les domaines dans lesquels il est apparu une dépendance excessive, dangereuse, par rapport à des partenaires extérieurs à cause de la pandémie, qui a servi de révélateur, qui n'a rien déclenché, qui n'a rien créé, mais qui a tout révélé, tout aggravé. Donc il y a déjà une définition de la suite stratégique, et là, mes remarques ne seront pas les mêmes selon qu'on parlera du cœur du sujet de défense ou des autres aspects. Donc de quoi parlons-nous? Et je crois qu'il faut prendre la question à l'envers, pas d'emblée l'autonomie stratégique, mais partir de la prise de conscience qui était évidente dans les milieux spécialisés, mais pas au-delà, sur la dépendance. En réalité, l'Europe d'aujourd'hui, pour 36 raisons, est très dépendante dans beaucoup de domaines, très dépendante dans son destin. Alors, c'est vrai en matière militaire et stratégique depuis longtemps, puisque la sécurité de l'Europe est assurée par le traité de l'Atlantique Nord, qui remonte à 1949, arraché aux Américains par les Européens et qui le demandaient tous à l'époque, qui d'ailleurs contredisait la démarche des États-Unis depuis leur création, qui ne s'étaient jamais engagés dans une alliance permanente, dans celle-ci à l'article 5, ce qui fait que les Européens, à part les Français et les Anglais, mais à l'origine pour des raisons coloniales, et après ça s'est développé autrement, l'ensemble des autres ont remis leur sécurité, ont demandé aux États-Unis d'assurer leur sécurité. Donc ça remonte à 1949. Ça n'a pas fondamentalement changé dans la tête de l'ensemble des autres. Il faut avoir ça en tête, et le cheminement historique qui conduit de l'invention du plan Marshall. C'est l'époque très importante de la politique étrangère américaine qui a marqué le monde, le nôtre, c'est-à-dire l'après-guerre, Roosevelt bien sûr, mais encore plus Truman, Acheson, Marshall justement. Et c'est l'époque où les États-Unis veulent éviter que l'Europe, disons, tombe sous la coupe de Staline, qui ne respecte pas du tout les engagements pris à Yalta, où il n'y a eu aucun partage. Et il y a un engagement de Staline.
de faire des élections libres dans les zones, dans les pays libérés de l'armée nazie par l'armée rouge. Il a fait l'inverse. Les Européens de l'Ouest paniquent, donc demandent, et il y a l'intervention américaine. Mais avant l'intervention de l'Alliance, les États-Unis ont espéré un certain temps pouvoir, disons, s'en sortir sans alliance militaire, d'où le plan Marshall, qui est très important. Il y a d'ailleurs un livre récent, il y a quelques mois, sur le plan Marshall, qui n'est pas assez étudié, pas assez considéré. Or, il est la matrice de ce qui conduit à l'Alliance atlantique et à la construction européenne. Tous les aspects fondamentaux de la construction européenne ont été pensés par des Américains, d'ailleurs pas d'accord entre eux, il y a beaucoup de débats au sein de l'administration américaine, dès les années 44, 45, 46, 47, etc., avant qu'on en arrive à la suite. Je rappelle ça, pas uniquement par goût de l'histoire, même si c'est un de mes dadas, mais parce que ça a un sens aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc quand on parle de l'autonomie stratégique en matière de défense, à peu près tous nos partenaires européens, à peu près tous, et j'en ai eu la confirmation pendant les 6 mois où j'étais à la demande du président de la République, le français du groupe de 10 qui réfléchissait à l'avenir de l'OTAN, à 30 pays, on était 10, pas un seul Européen, ni dans le groupe, il y en avait 7, ni dans les ministres européens interrogés, ni dans les think tanks, pas un seul n'a soutenu l'idée d'une autonomie stratégique européenne. Il faut comprendre pourquoi. Sinon, on perd un peu notre temps si on ne commence pas par cette analyse. Pour la plupart d'entre eux, c'est tout simplement pas réalisable, parce que l'Europe a peut-être les moyens, il faut le souhaiter, il faut le développer, d'intervenir à l'extérieur, dans des cas bien choisis, dans le cadre de l'ONU notamment, mais aucun pays européen pense que l'Europe pourrait se défendre par elle-même face à une attaque classique. Après, ça dépend comment on définit les menaces. Il y a toute une série de menaces qui se sont diversifiées. Donc il y a ceux qui pensent que tout simplement, ce n'est pas possible. Beaucoup pensent que c'est tout simplement dangereux. C'est dangereux. C'est même dangereux d'agiter l'idée. Donc on n'est pas dans un débat du genre où les Français disent ça, mais on n'est pas tout à fait d'accord, on peut discuter. Certains d'entre eux, notamment les responsables allemands de la Défense et notamment la ministre allemande de la Défense, disent qu'il ne faut même pas évoquer l'idée. C'est une idée dangereuse, démobilisatrice, qui peut donner aux États-Unis, disons, des prétextes pour se retirer progressivement. Donc il y a un désaccord central. Et comme c'est une idée très française, très franco-française, et que beaucoup de présidents, les uns après les autres, ou de ministres, ont mis en avant cette idée, qui est devenue une sorte de jingle, un peu dans le langage public politique français, j'insiste sur ce fossé, parce que sinon, on parle un peu dans le vide, en fait. Il faut comprendre ça. Mais là, je parle du cœur de l'aspect stratégique, la défense, la capacité, non pas à intervenir à l'extérieur, mais à se défendre par nous-mêmes. Un jour viendra peut-être où les Européens, à la suite des évolutions géopolitiques, des inquiétudes sur le caractère automatique ou pas de l'article 5, évolueront dans cette direction. Mais ce n'est pas le cas. En plus, nous parlons à un moment important parce qu'il précède le mois de juin qui va révéler quelles sont les positions de l'administration Biden, on va dire Biden-Blinken sur ces sujets, et on aura un révélateur puissant à partir du G7, rencontre avec l'OTAN et sans doute avec l'Union européenne, de Biden, justement, de la position des autres Européens. Et tels que sont les esprits en ce moment, plus une Allemagne qui est entre deux périodes, je ne vois pas se dessiner, en dehors de petits cercles très 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 restreints, un mouvement des autres partenaires vers ce que nous appelons, nous, Français, l'autonomie stratégique. Encore qu'on ne la définisse pas toujours précisément, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément rejetée. Elle gêne si on parle du cœur de la question de la capacité militaire, mais elle n'est pas rejetée si on parle du reste. Donc, après cette parenthèse longue, mais qu'il faut donner au début, parce que sinon les gens vivent dans l'idée qu'à force de déclarations, de propositions, de discours, on va quand même avancer et on met en avant des petits progrès pratiques, mais mon point de vue qu'on peut discuter, mais le point de vue que j'exprime aujourd'hui, c'est que ça n'a pas changé les fondamentaux et qu'il y a un problème mental, comme disent les sportifs, une question mentale chez les Européens. Mais si on reprend la question de l'autonomie à travers la question des dépendances excessives apparues pendant la pandémie, on s'est rendu compte en effet que c'était en réalité imprudent de croire trop dans le marché mondial et dans des partenaires extérieurs. On l'a vu dans l'affaire des masques au début, puis d'autres sujets, en disant on ne peut pas simplement dire le moment venu, si on n'a pas tel ou tel
produits, instruments, procédés stratégiques, justement, on va le commander, on va envoyer un mail en Chine, on a la réponse. Non. Il est apparu que c'était dangereux, donc stratégique, de dépendre trop d'un seul fournisseur, même s'il n'est pas un ennemi. Tout simplement, c'est dangereux. Donc il y a une sorte d'approche un peu idéalisée, un peu optimiste, un peu naïve du marché mondial pendant les 30 à 40 années disons, de la globalisation américaine, sino-américaine, dérégulée, financiarisée, dollarisée, enfin tout l'ensemble dans lequel nous avons vécu et qui a quand même entraîné beaucoup de pays, y compris les Européens, même la France, avec des réflexes a priori un peu différents, mais qui ont été entraînés là-dedans. Donc on peut considérer comme un acquis positif de l'année écoulée, de l'année et demie écoulée, que des dépendances excessives sont apparues. Donc c'est là où on va parler d'autonomie, mais à reconstruire. C'est le débat typique sur l'industrialisation. On a énormément délocalisé, évidemment, parce qu'énormément de produits coûtent 10 fois moins cher si on les fait faire, par exemple, en Asie ou en Afrique. Bon. Du coup, se pose la question de la relocalisation, mais elle n'aura pas lieu, parce qu'on n'arrivera jamais à fabriquer, par exemple, des téléviseurs ou des portables au prix où ils sont fabriqués dans les différents endroits du monde où ils sont fabriqués. En revanche, donc, il y aura une petite correction, une petite relocalisation. Et là, on traite un petit bout industriel du sujet autonomie stratégique, si on veut bien élargir le concept stratégique. Bon, ça, oui. En revanche, tous les développements nouveaux, les technologies de demain, le monde numérique, tout ce que j'appelle, moi, l'écologisation, comme on a parlé d'industrialisation, pour montrer que c'est un processus, pas simplement une dimension statique. Tout ça, ça va passer par des avancées, des découvertes, des progrès, des changements énormes. Donc, ce n'est pas absurde d'imaginer aujourd'hui, en 2021, qu'une partie de l'industrialisation moderne, écologisée en Europe, se fera dans les domaines considérés comme stratégiques, les domaines dans lesquels on ne veut plus dépendre à ce point. Par exemple, pour les composants des produits pharmaceutiques. On ne peut pas dépendre uniquement de la Chine et de l'Inde. L'Inde qui dépend de la Chine ou réciproquement. Donc il y a des domaines. Donc je ne ferme pas le sujet. Je ne dis pas que la question ne se pose pas. Je dis simplement, compte tenu de mon préambule, qui peut déconcerter certains, je ne recommande pas de commencer par la question la plus dure de toutes, qui est la question de défense. Défense. Mais j'ai donné l'exemple des technologies d'avenir. En matière écologique, on peut parler de toutes les recherches pour la maîtrise de la fabrication de batteries de très longue durée. C'est un élément fondamental dans l'affaire du climat, la lutte pour réduire le CO2, donc utiliser aussi longtemps qu'on ne pourra pas s'en passer le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables, donc stocker l'énergie qui est intermittente, l'énergie solaire et éolienne, etc. Donc il y a des percées énormes attendues devant nous. Là, il n'y a pas de raison que l'Europe ne soit pas au premier plan dans la reconquête de cette autonomie-là. Donc il y a des secteurs gigantesques. La fusion nucléaire, si on y arrive un jour, l'avion à l'hydrogène, on en parle en ce moment. Donc il y a des secteurs nouveaux, mais là vous voyez, j'ai un peu ripé sur autre chose. Bon, dans le monde numérique, il y a évidemment le constat de départ, qui est que le monde numérique est dominé par les GAFSA, l'équivalent en Chine, que l'Europe a complètement perdu cette bataille-là. Est-ce qu'on peut se projeter au-delà ? D'autres entreprises, d'autres maîtrises, à partir du monde numérique quantique. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la 5G, etc. Donc, je dis la même chose. Il ne faut pas raisonner de façon passée. Il ne faut même pas parler de préserver l'autonomie stratégique dans les domaines où elle n'existe plus. Elle n'existe plus depuis longtemps. Il faut voir la réalité de la situation européenne. On pourrait faire le tour du monde, mais ce serait trop déprimant en faisant la liste de tous les pouvoirs réels, officiels ou masqués ou illégaux dont l'Europe dépend. Parce que finalement, énormément de décisions ont été prises ailleurs et se projetaient sur les pays européens qui découvrent un peu tardivement cette situation. Je rappelle qu'il y a très longtemps, j'employais une formule ironique un peu méchante en disant « Attention à ce que les Européens ne deviennent pas les idiots du village global ». Ça s'est un peu produit dans certains domaines. J'ai une autre formule sur les Européens, mais tout ça, c'est pas pour désespérer qui que ce soit, c'est pour réveiller les esprits. L'autre formule, c'est on a été les bisounours dans un monde qui ressemble à Jurassic Park. Même le secrétaire général de l'ONU parle d'un monde chaotique, pas au bord de la guerre, chaotique au sens instable, imprévisible. Bon.
Et M. Steinmeier, le leader politique allemand, a même une formule que je trouve formidable, en plus c'est encore mieux que ça vienne d'un Allemand, il dit « Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques ». L'addition de tout ça, c'est une Europe qui a mis quand même très 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 longtemps à découvrir le monde réel dans lequel elle était, où elle croyait que les questions de rapport de force ne jouaient plus, c'était commode, puisqu'il y avait l'Alliance Atlantique au-dessus, donc ils pouvaient rêver dans leur bulle, et qu'on allait maintenir notre position dans le monde et notre influence à travers des normes, à travers des positions, des déclarations, des choses comme ça. C'est évidemment faux. Et l'évolution du monde globalisé n'a pas du tout été dans ce sens, et il est marqué durablement par la rivalité États-Unis-Chine. La Chine veut devenir numéro 1, les États-Unis ne veulent pas qu'un autre soit numéro 1. Bon, on est dans l'archi-classique, là. On est vraiment dans la géopolitique absolument classique. Donc, qu'est-ce que veut dire autonomie dans cette affaire? Ça veut dire reconquête méthodique, domaine après domaine, d'une autonomie, c'est d'une moindre dépendance, réduire la dépendance. Je pense que c'est audible par tout le monde, en fait. Diminuer la dépendance. Dans quel domaine, comment, quel calendrier, dans quel financement, quelles inventions? Ça veut dire quand même beaucoup de science, beaucoup d'inventions. D'ailleurs, les écologistes, je ne parle pas des écologistes politiques, mais les écologistes rationnels et scientifiques intègrent tout à fait cette idée. L'avenir ne sera pas traité, la réponse à la dégradation des conditions de vie sur la planète ne sera pas traitée sans beaucoup de science en plus. Il y a tout un espèce de champ de reconquête de l'autonomie en réduisant les dépendances. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, comment se présente la France et l'Europe par rapport à ça? En France, il faut, je dirais, clarifier, même si je suis très minoritaire, je le dis, clarifier un discours, peut-être le corriger, qui est trop centré sur l'illusion d'une autonomie militaro-stratégique, qu'on va proposer à nos partenaires, qui ne comprennent rien, mais ils finiront par comprendre un jour. Non, ils ont très bien compris, depuis très longtemps, ils n'en veulent pas. Et d'ailleurs, je rappelle que quand le général de Gaulle et Konrad Adenauer avaient signé le traité franco-allemand qui ouvrait des perspectives énormes, surtout à l'époque dans le bilatéral franco-allemand, le Bundestag, à la demande des Américains, avait ajouté un préambule qui disait le contraire du traité, que rien ne devait remettre en cause les fondamentaux que j'ai rappelés, qui sont ceux de la fin des années 40. Donc je trouve que ce serait plus habile, et on dépenserait moins d'énergie inutile, si on s'y prenait autrement et si on ne mettait pas en tête cette dimension. Donc développer les coopérations, les actions en commun, notamment à l'extérieur, les rapprochements industriels et technologiques, tous les projets de toutes les natures, oui. Mais je ne recommande pas qu'on mette un chapeau par-dessus du genre autonomie stratégique européenne, et encore moins défense européenne, etc., etc. Encore moins. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas fait progresser d'un iota cette idée chez nos partenaires européens. Il faut que ça vienne par un développement des solidarités de fait à travers des projets communs. Donc dès qu'il y a des projets entre pays européens, je pense qu'il faut les pousser. Ce n'est pas évident d'ailleurs, parce que souvent l'analyse des menaces n'est pas la même, les priorités ne sont pas les mêmes, les calendriers sont différents, etc. Donc je recommande beaucoup de pragmatisme sur ces sujets. Dans les autres domaines que ceux qui sont strictement militaires, là, il me semble que le discours français a un peu plus de portée, un peu plus de capacité en ce moment à être entendu, et que le langage tenu par la nouvelle commission, pas Mme von der Leyen, mais aussi par Thierry Breton, par d'autres, comme Timmermans et autres, est un peu plus proche de nos idées traditionnelles. Donc là, il y a eu un mouvement, mais on n'en est qu'au début. Mais les Européens actuels, la Commission actuelle, l'Union actuelle acceptent de se dire bon, on n'est pas dans le monde idéal auquel on avait pensé, il n'y a pas 7 milliards de boy scouts, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc il faut remettre en cause notre définition, par exemple, de la concurrence en Europe. Et la vision très étroite de la concurrence à réglementer, à surveiller, à maintenir avait été conçue dans le cadre du marché européen, sans tenir compte du marché mondial pendant des décennies. On a perdu beaucoup de temps, on est passé à côté de construction de géants industriels européens pour cette raison. Donc ça bouge, à condition qu'on ne les provoque pas avec des chiffons rouges, qui fait que tout le système américano-otanien, c'est-à-dire à peu près tout le système européen, se mette contre nous parce que nos idées sont dangereuses. Ça, c'est vrai sur autonomie.
sur autonomie stratégique. Ce n'est pas vrai sur souveraineté. Alors l'avantage du mot souveraineté que je voudrais souligner, c'est qu'il est plus large, il est moins précis. On ne sait pas exactement à quoi il va s'appliquer. Est-ce que c'est le numérique? Est-ce que c'est la 6G? Est-ce que c'est les produits alimentaires? Est-ce que c'est la santé? Mais justement, ça ouvre la discussion. Comme c'est ouvert, ça ne crée pas une coalition hostile par rapport à ça. Voilà, en gros, mes réflexions. Je n'ai pas de raison de les allonger beaucoup plus. Mais je recommande donc, au niveau français, un changement de ton, un changement de vocabulaire, des priorités un peu différentes, en tenant compte du monde réel, c'est-à-dire des Européens réels, c'est leur position qu'on peut juger à courte vue, qu'on peut juger dangereuse, vu ce qui va se passer dans le monde dans les prochaines décennies, en tenant compte du contexte américain, où les Européens, dans leur immense majorité, pas tous, mais majorité, sont très soulagés du départ de Trump, très heureux avec M. Biden, mais les Américains sont revenus dans le jeu multilatéral, pas pour développer l'autonomie stratégique européenne. Ils ne sont pas du tout favorables à ça, naturellement. Encore moins sur les GAFSA. Ils ne sont pas du tout favorables aux idées de la Commission. Ils sont revenus pour exercer leur leadership. Donc on va voir dans les grandes rencontres internationales européennes au mois de juin la révélation de ça, où les Européens, les décideurs, mais les autres aussi, vont se dire « Bon, on est très content d'avoir à nouveau des partenaires américains avec les normaux, quoi, avec lesquels on peut travailler, mais on n'est pas toujours sur la même ligne, même si on partage globalement les mêmes valeurs. » Ce qui fait que l'autonomie stratégique européenne doit être, donc à mon avis, plutôt reformulée autour de l'objectif de la souveraineté, qu'on ne peut pas contester, de la réduction des dépendances, qu'on ne peut pas contester, avec une approche très pragmatique, et en faisant en sorte que disons, les projets américains de réenrôler tout le monde derrière eux pour endiguer la Chine n'étouffent pas toute possibilité d'une construction d'une souveraineté européenne redéfinie même de façon très concrète et très pragmatique. Voilà, il faut... ce que je dis est un peu en deçà de ce que certains disent, de ce que certains entendent, de ce qu'on aimerait entendre, y compris moi d'ailleurs. Bon, c'est un peu en deçà, mais je prends le monde tel qu'il est, dans les rapports de force de 2021, avec les opinions européennes telles qu'elles sont, et le besoin des États-Unis qui continue à être dominant. Voilà, c'est pour ça que je suggère à la France, chaque fois qu'elle veut œuvrer, ce que je comprends très bien, je l'ai fait moi-même pendant les 20 années où j'étais au cœur du pouvoir, j'ai toujours été sur cette ligne, bien sûr, mais il faut que les Français ne parlent pas pour eux-mêmes, qu'il y ait moins de proclamations, moins de déclarations, moins d'annonces, plus d'avancées, plus de concrétisation, plus de step by step, pour que nous arrivions à créer au sein de nos partenaires européens des majorités d'idées, des coalitions de partenaires qui iront dans ce sens. Voilà ce qui se joue dans cette période si décisive qui sont le début de l'administration Biden, en attendant les midterms de l'an prochain, dont on ne connaît pas l'issue. Voilà mes recommandations. Monsieur le ministre, vraiment tous mes remerciements, tous nos remerciements pour cette présentation à la fois extrêmement stimulante, très roborative, comme toujours, de votre perspective européenne. Et vous l'avez dit, la relation entre les États, et plus particulièrement sans doute entre les États-Unis et la Chine, retrouve une forme presque classique dans leur rapport de force. Demain, comment imaginez-vous l'Europe dans ce triangle entre les États-Unis, la Chine et l'Europe? Alors, je ne sais pas bien de quoi on parle quand on dit l'Europe au singulier, parce que ça dépend si on parle des institutions, la Commission, le Conseil, etc. Si c'est les Européens, je crois que les Européens, les populations européennes continuent à espérer pouvoir vivre dans un monde assez idéalisé, sans avoir à devenir une vraie puissance. Ça leur fiche la trouille, quand même. C'est compliqué, c'est cher, bon. Donc ils espèrent s'en sortir un peu entre les gouttes par rapport à ça. Donc je ne sens pas un mouvement, en dépit de tout ce que la France a dit d'assez juste depuis longtemps. Il n'y a pas un mouvement pour assumer cette idée qu'il faut qu'on devienne une puissance naturellement raisonnable, pacifique, pas pacifiste, mais pacifique. Donc peut-être un peu dans des domaines économiques, et encore, il y a quand même un gros quart des pays européens qui veulent à tout prix maintenir
le libre-échange avec le moins de règles possible, parce que c'est ça la base de leur prospérité, peut-être dans des domaines un peu plus précis, comme les technologies d'avenir, en matière d'énergie ou questions numériques. Donc, il y a un petit mouvement là-dessus. Ça serait mieux quand même que l'Europe défende mieux ses intérêts économiques, et on peut reparler d'intérêts. Il y a une longue période où c'était considéré comme répugnant de parler d'intérêts vitaux, alors d'intérêts nationaux. Il fallait parler que de valeurs, comme si on était un organe religieux. On a quand même dépassé ça, en fait. Donc je vois un petit mouvement. Mais sur la question États-Unis-Chine, l'immense majorité des Européens vont dire de toute façon, on est quand même du côté américain, on est dans la même alliance, même si c'est une alliance transatlantique, normalement pas transpacifique. Et simplement, plusieurs pays, dont des gros pays, commencer par l'Allemagne, je dis, il faut quand même préserver un peu de marge de manœuvre. On ne va pas s'opposer frontalement aux Chinois. Donc la mise en œuvre dans la stratégie indo-pacifique, il y aura des tiraillements. Tout le monde sera d'accord pour dire un peu dissuader la Chine de ne pas aller trop loin. Déjà, elle en fait beaucoup, notamment dans le Pacifique, tous les îlots, tout ça. Mais c'est une épreuve de vérité pour les Européens, et j'espère bien que là, on est au mois de mai, là, en juin, dans pas longtemps, les Européens vont être à peu près homogènes. Et quand M. Biden va leur dire, maintenant, vous êtes derrière moi. Donc c'est une épreuve de vérité, mais on a eu plusieurs mois pour se préparer. Parce que l'annonce, la ligne générale de Biden, on la connaît depuis l'automne, en fait. Et le fait de revenir à une stratégie, pas du tout Obama, mais en fait, plus Clinton, vous voyez, par rapport à ça. Donc voilà l'enjeu, je ne suis pas sûr du résultat. J'espère que quand même les Européens vont pas simplement se mettre derrière les États-Unis, mais dire on est très content de pouvoir parler normalement avec des partenaires normaux, et voilà nos idées. Voilà sur quoi il faut en effet avertir la Chine, la dissuader, la contrebalancer. Mais voilà les domaines où on a besoin et on a envie d'avoir des échanges avec eux. C'est ça que je souhaite de la part des Européens, donc de l'Europe, à l'arrivée, avec la Commission. Mais est-ce que c'est ça qui va se passer? Je n'en sais rien. Monsieur le ministre, vous avez vraiment longuement expliqué à quel point il peut y avoir différentes lectures du terme d'autonomie stratégique européenne, une vision française, une vision allemande. Dans cette union, est-ce que le terme de puissance et de puissance nucléaire peut avoir un jour un sens? Alors, on pourrait faire les mêmes remarques sur puissance nucléaire à propos de l'Union que les remarques que j'ai faites pour inciter à la prudence sur autonomie stratégique, tout en recommandant de mettre en avant plutôt le terme souveraineté dont on peut parler, etc. Le terme de puissance, là aussi, je crois qu'il y a eu une sorte de tournant mental dans la tête des peuples européens après la guerre sur le thème la puissance, c'est pas bien, c'est fini. On s'est battu entre nous, on s'est réparti le monde entier, on a fait les guerres mondiales, terminé. Tout ça parce que avec même un rejet qui va très loin, qui va trop loin, d'où le décrochage des peuples d'ailleurs, en disant identité, patrie, nationalisme, c'est tout pareil, guerre mondiale, tout ça. Bon. Donc il y a une sorte de vision un peu abstraite, un peu éthérée, un peu appauvrie en même temps dans les peuples européens, et je ne crois pas que ce soit complètement corrigé. Même s'ils se disent pendant une pandémie que quand même c'est absurde de ne pas être capable de faire les médicaments nécessaires chez nous. Bon, ils découvrent ça, ils redécouvrent ça. Donc oui, il reste un problème de puissance, disons, d'acceptabilité de la notion de puissance. Et là, comme les Français sont les porteurs de l'idée que je partage, si on n'est pas puissant, on sera impuissant, comme dirait la Palisse, si on sera dépendant, on est dépendant. Bon, donc il faut sortir de là. Donc l'explication comme quoi les Européens, tous ensemble, doivent devenir une puissance, ce qu'ils n'ont jamais été globalement, que ça ne veut pas dire une puissance intrusive ni envahissante. On ne va pas recoloniser le monde, bon, mais simplement c'est une puissance qui défend ses intérêts, sa culture, sa civilisation, son histoire, c'est la moindre des choses. Même ça, ce n'est pas évident. Donc il faut trouver les mots, mais pas trop à la française, justement. Il ne faut pas que ce soit trop péremptoire, il ne faut pas que ce soit trop déclamatoire, il faut partir de la sensibilité que nous devons respecter si on veut être utile, efficace, des autres. Il faut l'intégrer. On croyait, c'est un peu décourageant, je reconnais dire ça, parce qu'on croyait que ça avait été fait pendant des décennies, mais ce n'est pas encore acquis. Enfin, quand même, les autres Européens, ils voient bien l'état du monde, quoi. Les émergents, la Chine, les pays autrefois
colonisés ou simplement en sous-développement qui veulent prendre leur revanche. On peut comprendre, c'est comme dans le sport, hein, mais aussi se venger, c'est plus compliqué. Donc ils vont quand même, à la longue, ça va percoler. Donc je pense qu'à un moment donné, les Européens vont redevenir ou devenir disponibles pour une formulation de ce que pourrait être une Europe puissance, si elle est bien présentée, de façon pragmatique. C'est possible, mais honnêtement, ce n'est pas encore acquis, hein. On n'y est pas. Et alors, sur la puissance nucléaire, c'est encore pire. Et quand vous l'imaginez... Permettez un mot sur la puissance nucléaire. D'abord, il y a la crainte de la puissance. La puissance nucléaire des autres, c'est la crainte et la jalousie, en réalité. Donc la remise en cause de ce qu'était la dissuasion. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que sans dissuasion nucléaire symétrique, il y aurait une autre guerre à un moment donné, une autre vraie grande guerre, disons, pas une petite. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que la prise de conscience écologique, qui est une nécessité vitale absolue, malheureusement, elle a commencé pour des raisons d'influence allemande, au début, par le rejet du nucléaire. Et la plupart des mouvements écologistes politiques, je ne parle pas des écologistes scientifiques, qui sont différents, ils ont quand même enfermé les opinions pendant 20 à 30 ans dans un rejet absolu du nucléaire, alors qu'ils auraient dû militer tous les jours pour sortir du charbon, s'ils avaient été cohérents. Donc il faut très très longtemps après, ils redécouvrent le climat, le CO2, mais ils ne faisaient pas le lien, tout ça, le charbon. On a eu une Allemagne qui est sortie prématurément du nucléaire pour des raisons démagogiques, puisqu'il n'y a aucun risque de tsunami en Bavière, et qui du coup a relancé le charbon. Alors donc sur le nucléaire, il y a plusieurs blocages à la fois, donc je pense qu'il faut garder en réserve, et je pense que la France ne doit rien lâcher, rien lâcher. C'est évident qu'on ne peut pas partager, parce que si on partage la décision de la dissuasion, il n'y en a plus. Ce n'est plus dissuasif. La dissuasion, c'est dissuasive. Donc il faut qu'il y ait un dissuadeur. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre le sujet de côté, en fait. Mais quand vous évoquez cette idée d'une Europe puissance, donc qui soit capable finalement de décider, est-ce qu'elle n'est pas nécessairement fédérale? Alors aujourd'hui, dans une Europe fédérale, il n'y a pas de droit de veto. On vote à la majorité. Enfin, la majorité des voix, les voix ont été redéfinies par plusieurs traités des 20 dernières années. Et par exemple, on n'est plus à parité avec l'Allemagne. C'était le cas jusqu'au traité de Lisbonne. Avant, il y avait une parité France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, dans l'Europe des 27 telle qu'elle est, aucune idée française n'est majoritaire sur rien. Notamment pas l'idée de puissance. Ce qui dominerait, c'est une option neutraliste, pacifiste, atlantiste, et pas l'idée d'Europe puissance à la française. Il n'y a pas de majorité pour une politique étrangère à la française. Pour la dissuasion nucléaire, encore moins. Pour une politique culturelle, encore moins. Politique sociale, non. C'est un anti-modèle pour tous les autres. Donc aujourd'hui, peut-être un jour, si les peuples européens se sont réveillés, s'ils sont sortis du coma stratégique, s'ils ont pris la mesure des menaces partout, peut-être seront-ils disponibles à ce moment-là pour une expression majoritaire vers une Europe puissance raisonnable. Peut-être. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, faire aujourd'hui cette avancée, ça veut dire renoncer pour nous. Alors, donc, ça ne peut être la décision que de gens pour qui l'Europe est une sorte de religion, en soi, une foi de charbonnier, qui se passe de toute confirmation concrète. Ce n'est pas du tout ce que je recommande. On n'en est pas là du tout. Vous avez cité à plusieurs reprises la pandémie. Est-ce que, finalement, le fait qu'à un moment donné, les citoyens aient fait appel à l'État, et ce besoin d'État qui a été réaffirmé, et finalement cette confiance qui a été donnée à l'Europe, est-ce que ce qu'a été cette expérience longue du Covid-19 va changer notre rapport à l'Europe? Est-ce que finalement on sortira de cette crise avec un sentiment de déception et d'un modèle qui n'a pas forcément apporté tout ce qu'on pouvait lui en attendre, ou au contraire, la réaffirmation de son utilité? Alors globalement, la pandémie n'a rien déclenché ni créé, mais elle a révélé beaucoup. Elle a aggravé, elle a intensifié ou accéléré. En ce qui concerne la puissance publique, elle n'avait pas disparu en fait. Donc ce que ça a remis en cause et quasiment désintégré, c'est le discours qui a accompagné
la globalisation sino-américaine dérégulatrice, en tout cas du côté occidental. Ça, c'était éliminé parce qu'il y a une demande de pouvoir public, tout simplement. Pas spécialement européenne, mais de pouvoir public, nationaux ou régionaux ou communaux, donc pouvoir public. D'où le retour aussi à une certaine forme de keynésianisme. Donc là, il y a une parenthèse, la parenthèse école de Chicago, Friedman, enfin, la longue parenthèse, la longue séquence. Reagan, Thatcher se termine, plus ou pas complètement, mais elle se termine quand même. Alors, après, à quelle demande cela conduit-il? Bien, on verra dans chaque pays concerné. Il faudra faire un bilan mondial, d'ailleurs. C'est trop tôt. Il faut attendre 2022 et après pour faire un bilan général de la façon dont les différents pays du monde ont surveillé, alarmé, communiqué ou non, coopéré ou non, confinement, déconfinement, vaccin, bon, pour dégager des bonnes pratiques pour l'avenir, parce que selon les virologues, tout ça peut recommencer un jour ou l'autre. Bon, ça c'est une parenthèse annexe. Sur l'Europe, il ne me semble pas qu'il y ait eu dans les pays d'Europe un mouvement vers le niveau européen, disant c'est à un commissaire européen de décider si les écoles sont ouvertes ou fermées chez moi. Pas du tout, ça ne va pas jusque-là. Mais entre ça et puis rien, on est entre les deux. Donc je crois qu'après, les Européens diront c'est quand même c'est pas mal s'il y a quelques règles européennes de sécurité, de stock, de coopération transfrontalière ou autre, quelques règles de base, mais pas un transfert en fait. Les questions de santé publique resteront très très sensibles, très nationales, voire régionales. Regardez en Allemagne, on a beaucoup vanté au début la réussite allemande, pas dans la seconde période, et puis on vantait soit le leadership de Mme Merkel ou alors les Länder, mais qui n'étaient pas d'accord entre eux. Bon, il n'y a pas de solution miracle. Donc il y aura, à mon avis, un peu plus de demandes européennes. Et comme par ailleurs, je ne crois pas que les Européens soient capables de se mettre d'accord entre eux sur un nouveau traité, encore moins de le faire ratifier. Si c'était le cas, je pense que ce qu'implique votre question aura lieu, mais à institution égale à peu près. Ça n'empêche pas de coopérer plus, par exemple pour les vaccins de l'avenir, par exemple pour des percées médicales. Il y a des tas de choses qui peuvent se passer en Europe, et on rejoint le domaine plus large de l'Europe qui reprend place dans la course aux technologies de demain, y compris en matière de santé. Et ce n'est pas une demande autant au sens Europe fédérale, vous voyez. Là, on a vu récemment l'industrie automobile être en difficulté par défaut d'approvisionnement. Vous avez, je crois, employé tout à l'heure les mots de bisounours, finalement d'une forme de naïveté économique. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies de cette prise de conscience d'une souveraineté économique qui doit être plus affirmée, et quels en sont les grands chemins de cette souveraineté économique? Est-ce que ça va rester un discours un peu incantatoire ou il peut y avoir une politique européenne beaucoup plus résolue et construite? La pandémie a démontré que c'était dangereux de vivre dans une économie à flux tendu. Alors c'est le cas. La mondialisation s'est faite sur cette base. Donc le moindre incident technique, pandémie, il y avait aussi le blocage du canal de Suez, vous voyez. On a vu que la dépendance en matière de masques était quand même absurde, dangereuse. En matière de produits pharmaceutiques de base, c'était dangereux. Bon, en matière de semi-conducteurs, les composants, c'est dangereux. Mais on ne va pas refabriquer tous les produits dans chaque petit pays. Donc ça sera entre les deux, ça sera corrigé. Et on ne va pas imaginer que, même dans un pays d'Europe, on va tout refaire. Parce qu'on a des coûts salariaux, sociaux, ça n'a rien à voir avec l'Indonésie, etc. Donc je pense que ça va nous amener vers une diversification des fournisseurs, vous voyez. Et ce qui va, je pense, dans les années qui viennent disparaître, c'est la dépendance excessive dans un domaine clé par rapport à un fournisseur unique. Ça, c'est trop dangereux. Et là, il peut y avoir une réflexion européenne sur qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui n'est pas. Vous voyez, c'est des évolutions très importantes, mais ce n'est pas noir et blanc, quoi. C'est plus nuancé. Après, c'est le marché, c'est la vigueur de l'économie, c'est les décisions qui feront. Donc on sera dans un monde assez différent. On ne sera pas redevenu exactement dans le monde d'avant. Il y a eu des excès dans la phase précédente pour fabriquer certains produits de très grande consommation. Les composants passaient par 15 pays différents parce qu'il n'y avait aucune prise en compte des coûts écologiques, parce qu'ils étaient externalisés. Comme progressivement, on va prendre en compte
pas uniquement à partir du prix du carbone, mais d'autres prix. On va intégrer dans les prix, en fait, de plus en plus de ces coûts, justement. Progressivement, le marché va conduire, pas du tout par idéalisme écologique, mais simplement par rationalité financière, à des décisions de moins en moins absurdes. Je vois ça sur 5-10 ans. Et normalement, l'Europe, par rapport à ça, est plutôt bien placée. C'est un nouveau deal, quoi, que les opinions européennes peuvent admettre. Mais la réponse n'est pas claire. Il y a beaucoup de croisées des chemins. Vous avez évoqué la souveraineté économique. On ne voudrait pas de vous ramener sur celui de la défense et de la sécurité. On voit qu'il y a toujours eu à l'OTAN le souci d'être très dissuasif contre la Russie et contre tout ce qui pourrait menacer les États européens. Il y a, d'un autre côté, si je puis dire, en France, à la fois des liens historiques et finalement des intérêts, une responsabilité au sud de la Méditerranée. Nous sommes très largement engagés au Sahel. Comment articuler finalement ces deux directions stratégiques dans le dialogue entre les Européens? Alors, au sein de l'OTAN, il y a consensus aujourd'hui, menace numéro 1, la Russie. Tout le monde n'est pas d'accord sur tous les détails. Il y a un discours français un peu particulier en disant qu'il faut tenir compte de cette menace, il faut être dissuasif, très net, très clair, éventuellement répliquer plus, par exemple par rapport aux cyberattaques, mais il ne faut pas que ça nous empêche de parler avec la Russie, qui est un voisin, c'est ce que dit le président de la République. Il a 100 fois raison, mais même cette évidence, au sein de l'OTAN, il faut leur expliquer quand même. Bon. Ça, c'est le côté menace classique. En Europe, il y a une prudence au sein de l'OTAN sur la Chine, prudence peut-être provisoire, enfin, on verra comment ça va tourner, sur le thème. L'Alliance doit se préoccuper de toutes les menaces, quelle que soit leur nature, d'où qu'elles viennent. Mais l'OTAN ne doit pas se transformer en une machine militaire et opérationnelle et qui va, par exemple, gérer la sécurité dans le détroit de Taïwan. C'est autre chose. Donc ça, c'est sur la Chine. Au sud, il y a, disons, c'est très confus, en fait. Parce qu'il y a une machinerie de l'OTAN qui fait des discours sur la vocation de l'OTAN au Sud, comme si le rôle de l'OTAN était demandé au Sud. Mais enfin, ce n'est pas ce que je constate, moi. Et ils escamotent un peu le fiasco afghan dans l'affaire. Alors, il y a des pays comme la Turquie qui mettent en avant la vocation de l'OTAN au Sud, mais c'est en général pour couvrir la politique turque, vous voyez, d'un drapeau plus large. Donc, ce n'est pas très net. Donc, on en revient à du cas par cas. On revient à la décision politique à un moment donné, qui consisterait à se demander face à telle ou telle crise, est-ce qu'elle nous concerne? Est-ce qu'elle concerne nos intérêts vitaux? Si oui, dans quel cadre faut-il agir? Certainement un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que c'est une dimension européenne ou OTAN, ou pas, ou combinée, ou mixte? Bon. Donc, je crois que les réponses seront données au cas par cas, parce que c'est impossible de trancher totalement en disant l'OTAN n'a rien à faire au Sud, ou alors l'OTAN doit tout s'occuper de tout au Sud. Ça nous amène à la France, qui a gardé une capacité militaire absolument remarquable, un système de décision hérité du général de Gaulle et que Dieu merci on n'a pas trop perturbé, qui fait que quand il y a une vraie crise et que tous les protagonistes demandent qu'un pays fasse quelque chose, c'était le cas du Sahel, on fait le tour de la salle, il n'y a que la France qui est capable et disponible. Et la France ne le fait pas pour elle. Par exemple, l'affaire du Sahel, ça n'a rien à voir avec les expéditions d'autrefois. Ce n'est pas des intérêts particuliers français, c'est encore moins une approche coloniale. Pourtant, c'est évidence qu'on est là dans l'intérêt global, au moins des Européens, n'a pas réussi à pénétrer suffisamment la tête des autres décideurs européens. Donc on est entre les deux par rapport à ça. Donc oui, ça va rester compliqué. Mais à l'origine, il devrait y avoir, à l'arrivée, il devrait y avoir une décision claire selon lesquelles, au cas par cas, on verra si c'est OTAN, Europe, combinée, quelles sont les puissances régionales. Il n'y aura pas une réponse unique.
Monsieur le ministre, vous venez de publier, enfin de sortir un livre, Dictionnaire amoureux de la géopolitique, si je ne me trompe pas. Donc parlons un peu d'amour pour conclure et enchaîner avec les questions de nos auditeurs. Si l'on vous écoute bien, l'autonomie c'est un peu comme l'amour finalement. C'est-à-dire ça, ce qui compte d'abord c'est l'épreuve. Et la notion d'autonomie apparaît très peu performative. Néanmoins, une première question, si on se réfère à l'étymologie du mot, tout simplement autonomie, se donner à soi-même ses propres règles, ne croyez-vous pas que de ce point de vue-là, l'Europe a un rôle fondamental à jouer en tant que productrice de règles, productrice de droits? Alors, dans un monde marqué par l'interdépendance, poussé à un point qu'on n'a jamais connu avant, dans le cadre du monde globalisé, l'idée d'autonomie est presque absurde, en fait. Personne n'est complètement autonome. Personne, même pas les États-Unis, même pas la Chine, vous voyez. Et alors peut-être une minuscule principauté fonctionnant entièrement sur elle-même, etc. Donc il y a un décalage. Donc c'est une aspiration. Ça veut dire qu'on veut être autonome, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dépendre des autres ou d'un autre dans des domaines qu'on considère comme vital, mais qui peut changer. Donc il faut le prendre plutôt comme une aspiration philosophique, éventuellement politique, que comme une définition politique ou juridique ou économique. Après, on va être dans une combinaison. Une combinaison où on va vouloir ne pas trop dépendre des autres et pas d'un seul autre qui est éventuellement dangereux et maintenir à la fin des fins notre capacité de dire oui ou non, même si on est très dépendant. Vous voyez, donc on va jongler avec tout ça. Oui, alors vous préférez, enfin vous trouvez le terme de souveraineté plus englobant, finalement, plus efficace dans la discussion. Ça tombe assez bien parce que les questions que nous avons reçues, finalement, reprennent très souvent la question de la souveraineté plutôt que celle de l'autonomie. Alors, par exemple, très concrètement, la souveraineté numérique. La souveraineté numérique de l'Europe, qui constitue pour nos auditeurs un enjeu fondamental, géopolitique, industriel, économique. Et la question que pose Bernard, IHEDN de Paris, est très simple. De quels moyens dispose aujourd'hui l'Europe pour assurer la maîtrise de son destin dans l'espace numérique? Alors d'abord, si je recommande la prudence dans l'emploi du terme autonomie, c'est dans le domaine militaire ou stratégique, parce qu'on en est au cœur du système de sécurité bâti après la Seconde Guerre mondiale. On a le droit de le dire, on peut le revendiquer parce qu'on n'est soutenu par aucun Européen. Donc c'est une question d'efficacité, simplement. Je suis pragmatique là-dessus. Alors dans le domaine numérique, il faut bien constater qu'on a raté le train, le train des GAFA. C'est d'ailleurs dommage parce qu'en Californie, il y a plein de mathématiciens français, en fait. Et puis il y a plein d'inventeurs français. Prenons un exemple d'ailleurs au grand public, même si ce n'est pas GAFA, l'inventeur de la carte à puce. Carte à puce, Moreno, un Français. Bon, il y a eu plein d'histoires comme ça dans les 50 dernières années, où on n'a pas su, après l'inventeur, trouver le montage industriel, technologique, ça. Donc il faut partir du fait. Hein. Il y a ça, puis il y a les Chinois. Donc il faut définir un programme européen. Et là, les Européens ne sont pas tellement en contradiction entre eux. Et la peur qu'ils ont de la notion de puissance dans le domaine militaire ne joue pas. Donc c'est assez ouvert, en fait. Donc définissons ce qui va se passer après la 5G, quelles sont les prochaines étapes dans les 10 à 15 prochaines années, comment faire pour qu'il y ait des champions européens, et après, quels sont les pays clés en Europe qui peuvent mettre l'argent qu'il faut, là où il faut, avec une commission qui coordonne. Donc voilà, on va oublier tout ce qu'on a raté, hein, et on va se reprojeter. Mais c'est très important de se poser la question. J'allais dire, on aura quand même toujours besoin des autres, et puis il y a des domaines dans lesquels on peut tout à fait utiliser les entreprises américaines, y compris pour le stockage des données, si c'est dans de bonnes conditions. Mais là, il faudrait que les décideurs aient plusieurs crans supplémentaires de culture scientifique, et technique et technologique pour essayer de prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas non plus arriver à un monde complètement schématique. Voilà, ça peut donner une feuille de route. Le concept de souveraineté pose également beaucoup de difficultés dans sa compréhension dans certaines acceptions. Par exemple, je prends la question qui nous vient de l'IHEDN Lyon. Pouvez-vous nous éclairer sur le contenu exact du projet de souveraineté européenne défendu par la France? Autrement dit, cette notion apparaît bien souvent tout de même comme étant extrêmement abstraite. Alors, je disais tout à l'heure que l'avantage du mot souveraineté, c'est précisément qu'il est plus abstrait que autonomie, parce que
Encore une fois, autonomie, quand on parle militaire, on a une sorte de bloc américano-otanien qui verrouille tout. Quand on dit souveraineté, les gens vont dire oui, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, moi, ça n'est pas antipathique comme idée quand même, vous voyez. Donc ils sont ouverts à la discussion. Donc c'est après, dans un second temps, que les promoteurs de cette formule doivent dire prenons l'exemple du numérique de demain, ou l'écologie de demain, les batteries de demain, vous voyez, le moteur à hydrogène de demain, il faut donner des exemples. Et en matière alimentaire, on va donner des exemples. Il faut prendre des exemples concrets, domaine par domaine. Et quand on dira, ça consiste d'abord par le fait de réduire les dépendances excessives, où on est arrivé dans les 30 années récentes d'organisation du marché mondial et que la pandémie a révélé comme une loupe, qui va être contre personne. Donc il n'y a pas de blocage, d'où l'intérêt du terme. Mais je reconnais qu'il faut le prendre après, catégorie par catégorie, et indiquer ce qu'on va faire en vrai. On ne va pas ramener toutes les fabrications d'arrosoirs en plastique en Europe, c'est idiot, bon, vous voyez. Donc il y a des domaines clés, lesquels là-dessus il y aura soit tous les Européens, soit des petits groupes, soit les fameuses coopérations renforcées qu'on a introduites dans un traité oublié, un traité d'Amsterdam, mais qui sont très rarement utilisées, ou alors simplement des coopérations empiriques, comme celle à partir desquelles on est fait Airbus. Mais la voie est ouverte, elle ne se ferme pas a priori, vous voyez. Dépendance excessive ou interdépendance excessive, enfin autrement dit, est-ce qu'il faudrait repenser à l'occasion de cette crise, comme vous l'avez souligné, mon général, les termes mêmes de la mondialisation? Et beaucoup de questions portent assez concrètement sur le fait de savoir si une Europe plus autonome, c'est vraiment une question du moment, est nécessairement une Europe plus ouverte. Autrement dit, ne faut-il pas repenser, ce sera ma dernière question, la politique commerciale de l'Europe? Mais il n'y a pas de contradiction entre une Europe moins dépendante. Rappelons, mais la question le dit, on est tous interdépendants, comme on ne l'a jamais été. Même les plus grandes puissances, même les Chinois manquent de certains éléments pour les semi-conducteurs. Et puis on manque de matériaux pour faire les téléphones, qu'on va trouver dans le Kivu au Congo, par exemple. Bon, tout le monde est dépendant, ok. Mais si tout le monde est dépendant de tout le monde, c'est moins grave. Ce qui est gênant, c'est qu'un pays ou un ensemble comme l'Europe dépendent trop de quelques-uns dans des domaines vitaux. C'est ça qu'il faut corriger. Alors après, la question de l'ouverture, c'est absolument compatible avec le fait de continuer à faire des accords commerciaux. Simplement, on ne va pas les faire comme dans les 30 à 40 dernières années, où il y a eu la mondialisation à outrance, qui était imposée quoi qu'il arrive, et qui considérait que toute précaution à prendre sur le système social, sur l'identité du pays, sur ses règles, était une forme hideuse de protectionnisme. C'est ce que disaient les Européens. Les Américains n'ont jamais été comme ça. Ils ont toujours marié la politique de la porte ouverte, notamment chez les autres, et des protections chez eux, avec le dollar, avec les sanctions, etc. Donc c'est simplement la correction de la naïveté européenne, ça, c'est très bien. Donc c'est absolument compatible. Par ailleurs, il y a un domaine dans lequel, tout en restant ouvert, il faut quand même corriger un peu. Les traités de commerce ne seront plus ratifiables par les Européens s'il n'y a pas une dimension écologique. Je dis d'écologisation parce que c'est quelque chose de progressif, et une dimension sociale. Donc ce qu'était la politique commerciale à outrance de l'Union européenne pendant 30 ans, consistant à séparer les accords commerciaux de tout le reste, ça ne fonctionne plus. Mais à l'arrivée, il y aura des accords quand même. Donc on n'est pas non fermé ou ouvert. Il y aura une ouverture peut-être plus intelligemment pensée, peut-être plus acceptable par les peuples, et ça corrigera peut-être le phénomène grave dans les démocraties qui ne sont pas les manœuvres de Poutine, c'est les phénomènes internes qui sont graves, c'est-à-dire le décrochage des classes populaires, puis des classes moyennes. Et si on veut que la mondialisation soit admise à nouveau, il faut qu'elle soit corrigée. Réconcilier les peuples et les élites européistes? C'est aux élites à faire un mouvement, parce que c'est elles qui ont creusé le terrain du populisme. Monsieur le ministre, vraiment merci d'avoir été avec nous ce soir, de cette conférence, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement stimulante, d'avoir accepté de répondre à la fois à ce jeu de débat et aux questions des auditeurs. Merci encore d'être venu à l'IHEDN. Merci.